Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire Rich sur la présentation de l'incubateur. Nous allons vous présenter un webinaire d'information qui va vous détailler les procédures de soumission du projet. Donc là, je vois que nous sommes une douzaine de participants. On va peut-être attendre encore quelques secondes pour voir si d'autres personnes se joignent à nous. Et donc, la présentation va être faite par Reda du CEA qui va pouvoir vous présenter, l'appel à projet et à la fin de la présentation, donc il y aura un temps de questions-réponses et également nous allons vous parler du soutien que, à la fois systématique et le CEA peut vous apporter dans l'aide au montage, du dossier. Reda, je te laisse la parole. Voilà, bonjour à tous. Donc, c'est Reda Noisser du CEA France. Si jamais il y a parmi les participants un anglophone, donc il pourra réagir à travers le chat éventuellement pour que je puisse éventuellement en redondance faire la traduction des choses importantes. Mais voilà, comme c'est un webinaire destiné à la communauté française, donc je vais privilégier en première intention la langue française. Voilà. Donc, je suis modestement le coordinateur du projet REACH et c'est une chance. L'objet aujourd'hui, c'est de stimuler, d'expliquer et d'accompagner notre communauté française à pouvoir participer aux open calls du projet. On va dire, on va y aller à l'essentiel. Les PME qui participent et qui peuvent arriver jusqu'au bout du tunnel vont bénéficier d'une somme entre 100 et 120 000 euros, grosso modo. C'est ça l'objectif. Donc, l'objectif de notre présentation aujourd'hui, c'est de clarifier et de vous aider à gagner, éventuellement à réussir à avoir quelques PME françaises dans la boucle. Donc, concrètement, le projet REACH, c'est un projet européen qui ambitionne à stimuler le partage des données. Et notamment, ce n'est pas le partage de données au sens brut, un cloud, un serveur, on met de la donnée, c'est plutôt la chaîne de valeur de la donnée. C'est-à-dire des gens qui produisent la donnée, des gens qui en ont besoin, une communauté qui en a besoin pour offrir des services, offrir, comme on dit en anglais, de l'actionable data. Comment, dans une communauté donnée, on puisse travailler autour de la donnée pour cela. Mais pour partager de la donnée et échanger de la donnée, au-delà de la donnée utile, il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. Les règles de l'art au sens que ce soit sécurisé, que ce soit gagnant-gagnant, que l'exploitation de ces données, pour exploiter de la donnée, il faut disposer de moyens d'intelligence artificielle et autres, et d'infrastructures. Et ce que propose le consortium à vous accompagner. Vous apportez votre besoin industriel, vous apportez vos besoins en challenge technique. Nous, on vous apporte des moyens techniques, aussi bien de logiciels, d'outils ou d'infrastructures de calcul, pour qu'on aille ensemble plus loin. Voilà. C'est ça la vision du projet. Donc, ce que je disais là, donc la data value chain, c'est quoi une data value chain? C'est quoi une chaîne de valeur de la donnée? La chaîne de valeur de données, la première valeur, c'est une donnée utile à une communauté. La deuxième valeur, c'est quand on partage, c'est du gagnant-gagnant. Le projet ne s'intéresse pas à la monétisation, bien que c'est un sujet au niveau de la Commission européenne, mais ce n'est pas le sujet du projet, la monétisation. Le sujet, c'est comment mettre en place des moyens techniques qui permettent d'échanger et des moyens techniques qui permettent de calculer et de prendre de la valeur de cette donnée. Ça, c'est le scope du projet. La monétisation n'est pas dans le scope du projet REACH. Slide suivant, s'il vous plaît. Un exemple, qu'est-ce qu'on entend par chaîne de valeur? Là, je prends un exemple qui est dans mon domaine d'expertise, l'industrie électronique. Donc, l'industrie électronique, avant d'aboutir à un véhicule qui contient de l'électronique, un IoT qui circule dans la ville, il faut passer déjà par, imaginer, partir de la fonction au circuit, et le circuit, il faut le concevoir. Aujourd'hui, le domaine de l'électronique a un retour d'expérience important. Et donc, pour réduire le time to market, pour réduire les échecs, il semble pertinent d'exploiter les données historiques ou les données collectées, les logs par exemple, ou les traces d'exécution, qui permettraient de designer des circuits plus performants en un délai plus court, ou bien de comprendre le comportement des circuits, parce que quand on dit un circuit, il faut penser carte électronique, donc il y a de l'interférence, il y a des interactions entre composants, et ce comportement-là, pour un designer électronique, il en a besoin. C'est-à-dire, un industriel qui a besoin d'embarquer une fonction, derrière, il y a de l'électronique, il y a des logiciels, il y a toute une chaîne de valeur
de production de la fonction et de l'embarquabilité de la fonction, et notamment quand la fonction, alors là, quand elle est à base d'IA. Donc, c'est cette chaîne de valeur de la donnée, par exemple, qui est un exemple, qui part du designer à end user. Donc, en deux mots, qu'est-ce qu'il y a dans Reach au-delà de la chaîne de valeur? Quels sont les moyens qui sont mis à disposition? Donc, il y a des ambitions scientifiques, etc. Ça, c'est l'objet du consortium. Et puis, il y a un accompagnement de PME. Une PME, c'est quoi une PME? C'est la définition européenne. Une PME... il y a du bruit. Une PME au sens de la définition européenne, c'est moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires, je pense, annuel qui est de, je ne me rappelle plus, mais 40 ou 50 millions d'euros, un truc comme ça. Ouais. C'est Emmanuel, je pense que c'est Emmanuel. C'est notre collègue. Voilà. Voilà. Donc, pour cela dit, on parle de PME au sens européen. Dans le call aussi, on parle de start-up and PME. Donc, certains vont me dire, mais une start-up, c'est une PME. Oui, tout à fait. On dit start-up parce que de temps en temps, il y a cette obligation de capacité financière, d'ancienneté, etc. Donc, dans le projet Reach, nous, on ne regarde pas l'ancienneté. On regarde une entreprise qui existe légalement sur le territoire européen. Ça veut dire qu'il y a un registre de commerce qui n'est pas en litige, qui n'est pas sanctionné, qui respecte les règles de la déontologie du business, on va dire. Voilà. Donc, même aussi jeune soit-elle, elle est la bienvenue. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de préciser start-up et PME. Une PME, normalement, c'est une société installée qui a son chiffre d'affaires, son écosystème, etc. On dispose de 3,5 millions de financement public pour accompagner les PME. On a décidé de les structurer à travers 3 open calls. Chaque année, il y en a un. Aujourd'hui, on vous parle du deuxième qui est ouvert, qui clôture le 22 février, qui dispose dans cette enveloppe-là d'1,5 million. 1,5 million qui vont être distribués au fil de l'eau, je vais expliquer ça plus tard, entre les PME qui vont être retenues. Et donc, il y a des sélections, etc., qui sont là. Les domaines ne sont pas listés ici, ne sont pas limités. Vous pouvez venir dans tout domaine où la chaîne de la valeur de la donnée est importante, que ce soit les domaines classiques, finance, météo, sismique, sociétal, tourisme, électronique, industrie, peu importe. L'essentiel, c'est un domaine d'application qui dépend de l'échange de la donnée d'une façon gagnant-gagnant. Concernant le win-to-win. Le win-to-win, c'est qu'est-ce que va gagner une PME à participer à un tel open call? La première chose, c'est l'argent. On va dire 100 000 euros pour une startup, ce n'est pas négligeable. Pour une PME, peut-être c'est moins important, mais ça peut aider, par exemple, quand on est dans une relation commerciale avec un data provider. Un data provider, ce n'est pas Monsieur Lambda, c'est quelqu'un qui veut vous acheter une solution. Et ça peut aider à stimuler une évaluation, par exemple, une évaluation d'une offre commerciale. Donc, il y a un call spécifique à ça où la PME ou la startup peut venir avec son compagnon qui est appelé ici le data provider et vous faites votre business ensemble. Donc, il n'y a pas de problème. Cette dimension, elle est prise en compte. Pour un PME ou une startup qui n'a pas un data provider en face, le consortium a pensé à cela et a mis en place des thèmes et des challenges et des data providers pour cela. Donc, vous venez, vous montrez vos muscles dans votre capacité à mettre en place cela. Le slide suivant. Donc, le principe général de dérouler de la candidature à la sélection au final à avoir 120 000 euros de jackpot, on va dire, c'est de dire il faut venir déjà au plus tard le 22 février, candidater en remplissant un formulaire, et puis à partir de ce formulaire, il y a une évaluation à l'anonymat par des évaluateurs qui sont en distanciel, qui n'ont pas accès aux évaluations des autres, ils n'ont accès qu'à leurs données à eux, qu'ils reconfient au consortium pour la sélection finale basée sur le ranking et des règles d'arbitrage pour couvrir les thèmes et les obligations qu'on a vis-à-vis de la Commission européenne qui sont publiées dans le guide, bien sûr. Ces PME qui sont sélectionnées, entre 30 et 35 PME seront sélectionnées. Elles vont participer à une phase qu'on appelle le Explore, ce qui permet de peaufiner le dossier. C'est-à-dire là, vous êtes sur un formulaire simple qui tient sur 2 pages, mais là, vous aurez 2 mois
pour peaufiner le dossier et bénéficier d'un certain nombre de webinaires qui vous montrent les technologies disponibles, la chaîne les données, Gaia X, etc. Il y a pas mal de webinaires qui sont organisés ici qui vont vous permettre de mieux peaufiner votre dossier, aussi bien sur le plan technique que business. Vous arriverez à une date à la fin de 2 mois, vers la fin mai, vous présentez sous format de pitch technique et de pitch économique votre feuille de route, la nouvelle version élaborée et peaufinée. De là sont sélectionnés 10 PME, 10. Il n'y a plus 30, 35, il n'y en a que 10 qui restent, ce qu'on appelle l'expériment. Ils auront 4 mois pour développer leur preuve de leur POC, comme on dit, leur proof of concept, leur démonstrateur, ou ce qu'ils ont promis à la fin d'Explore. Ils seront accompagnés pendant l'expériment par des mentors techniques et des mentors business, et le consortium, bien sûr, sera là à votre disposition pour vous fournir les infrastructures de calcul et les outils qu'on a. Bien sûr, il n'y a pas que les outils du consortium qui sont éligibles, il n'y a pas que les infrastructures du consortium qui sont éligibles. Vous pouvez ramener aussi des solutions autres, ouvertes de préférence, vos moyens de calcul si vous en avez, c'est aussi éligible, en privilégiant bien sûr les solutions européennes et ouvertes. Donc ça, c'est une recommandation forte. Si on est amené à arbitrer entre 2 PME, on va privilégier la PME qui a une forte connotation, une teinture européenne la plus possible. Il n'y a pas de teinture nationale, on est en Europe. Donc, à la fin des 4 mois-là, un autre dataton est organisé, bien sûr technique et juridique et commercial, qui se déroulera à Bilbao, hein, parce que Bilbao, c'est le deuxième coordinateur technique du projet. Et là, on choisira 5 PME. Donc, pendant l'expériment, donc pendant Explore, j'ai oublié de dire, vous recevrez 5 000 euros forfaitaires. Pendant Experiment, vous recevrez 80 000 euros forfaitaires en 2 temps. Versement au démarrage 40 000, versement à la fin 40 000. Et ceux qui restent pour la phase Evolve, là, Evolve, on est sur la consolidation et aller chercher les investisseurs. Donc, le consortium vous accompagne pour aller dans des salons de levée de fonds ou bien de mise en relation avec des investisseurs potentiels. Et cette action va durer 2 mois. Vous bénéficierez de 15 000 euros, un forfaitaire aussi, qui vous permettent de couvrir vos frais éventuellement de personnel qui seront amenés à faire cette démarche-là. À la fin donc, de cette phase Evolve, il y a une PME qui est retenue, qui est sélectionnée comme étant the best in the world, la meilleure des 5, la meilleure des 30, on va dire, qui recevra un bonus de 20 000 euros, ce qui lui fera 120 000 euros. Pour les autres qui seront arrivés jusqu'à la fin des vols, ils auront reçu l'équivalent de 100 000 euros. À cela se rajoute ce qu'on appelle des vouchers, des bons de participation à des événements. Donc, les PME qui atteindront Experiment bénéficient de 5 500 euros pour aller dans des événements, des salons, etc. Et les PME qui arrivent à la phase Evolve, dans les 5 qui arrivent à l'Evolve, elles bénéficient de 15 500, 15 700 euros pour couvrir leurs frais de salon et pas de personnel. Et puis, on est sur la phase Expose. Là, vous ne touchez rien du tout. Hein, c'est le consortium qui prend la main sur la phase Expose pour vous proposer des salons, des événements, des posters qui seront à la charge, bien sûr, du consortium. Tout ce qu'on vous demandera de faire, c'est d'acheter votre billet et de venir dans un salon éventuellement. Et bien sûr, la préférence sera donnée aux Evolve, mais aussi aux Experiment. Donc, les 10 PME qui sont arrivés à Experiment bénéficient de Expose, c'est-à-dire qu'ils sont amenés à être invités et montrés. Donc, la différence entre Experiment et Evolve, c'est juste que les 5 là vont bénéficier d'un accompagnement pour la levée de fonds. Donc, c'est le slide le plus important. Hein. C'est pour ça que j'ai consacré un peu plus de temps. Ne vous inquiétez pas, je serai un peu plus rapide sur le suivant. Et comme dit l'autre, au suivant. Donc, le consortium REACH, c'est un consortium qui est porté par 3 DIH. C'est quoi un DIH? C'est un Digital Innovation Hub. C'est des clusters nationaux, régionaux, d'universitaires, de centres de recherche qui bénéficient de financements publics pour accompagner leur écosystème régional industriel, pour monter en compétences et en excellence dans des domaines divers et variés. Dans notre sujet qui nous intéresse, c'est la data, c'est l'IA, c'est la cyber. Donc, il y a 3 DIH ici, dans le consortium. Donc, le DGIOL, qui est français, de la région Île-de-France,
qui est représenté aujourd'hui par Systématique et le CA. Et il y a un DGIOL, deux DGIOL espagnols. En Espagne, ce sont, on va dire, c'est une organisation un peu plus régionale et d'autonomie. Il y a la région des Pays Basques, dans le nord, représentée par l'université privée de Deusto, en DIH, et puis la région de Valence, qui est représentée par le centre de recherche ITI aussi. Donc, on se complète en compétences, au sens que le CA systématique apporte des solutions d'IA, de cyber, d'infrastructures de calcul, notamment Factory IA qui est hébergé à Terratech, qui est accessible au public via une demande adressée au CA. Zabala, Deusto apporte des solutions sur la donnée privée, la donnée personnelle, tout ce qui implique des usages de la donnée dans la société et des infrastructures de calcul. Et ITI apporte des solutions sur tout ce qui est en lien avec la blockchain, la lightweight blockchain, les moyens de calcul distribués, edge computing par exemple. Ça, c'est dans l'offre de ITI que vous pouvez aller sur le site et vous aurez l'offre technologique du consortium. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, il y a dans le consortium, par défaut, il y a des data providers qui offrent des données, un set de données qui sont disponibles déjà, qui sont identifiés dès le montage du projet, dans différents domaines, dans le commerce du détail, dans l'industrie, dans le tourisme, etc. Ceux-là sont par défaut dans le consortium, leurs data sont disponibles et vous pouvez même les contacter dès aujourd'hui, même si vous n'êtes pas sélectionné. Et ils seront peut-être contents de faire quelque chose avec vous. Comme on dit, l'idée du projet, c'est de dire, c'est un facilitateur pour monter en compétences, avoir de l'argent pour les startups ou les PME. Et c'est un facilitateur de relations commerciales entre une PME qui a une offre technique et un data provider, au fond, un user qui a besoin de solutions techniques. Et on agit en facilitateur dans ce sens-là. Voilà. Le slide suivant, je vais me consacrer un peu plus de faire du marketing, on va dire, à 2 balles. Mais ça, c'est du corporate. C'est important de savoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi DGIOL, où est-ce qu'il est, c'est quoi sa mission. DGIOL, c'est le DIH Île-de-France, qui est essentiellement basé sur le plateau de Saclay. Elle est portée par des organismes d'excellence. C'est l'Université Paris-Saclay, représentée par le CEA, l'INRIA, Systemix, l'Université Paris-Saclay en tant qu'entité fédératrice. Derrière, il y a Supélec, il y a Polytech, il y a l'Université de Versailles, il y a tout ce monde-là, derrière ce label-là, Paris-Saclay. Donc, tout ce cluster-là, mais les organes, on va dire, coordinateurs du board directeur du DGIOL, c'est ces logos-là, donc le CEA, l'INRIA, Systématique, la région, bien sûr, qui siège dedans. Donc, pourquoi c'est important de se rapprocher du DGIOL parisien? Slide suivant, Anna, s'il te plaît. C'est-à-dire, dans le cadre du projet REACH ou en dehors du projet REACH, il faudra vous rapprocher du DGIOL. Donc, à travers moi-même, où il y a sur le site du DGIOL, il y a les points de contact, parce que tout simplement, on a une offre large d'excellence qui est méconnue dans le domaine de l'IA, de la cyber et des capacités de calcul. La région Île-de-France, on va dire, à elle tout seule, représente 33% de la recherche française. À elle tout seule, groupe 40%, voire plus, des compétences françaises en IA et en cyber. Et ça, c'est une compétence qui n'est pas par hasard, elle vient du fait qu'il y a une forte concentration de centres d'excellence au plateau de Saclay, à travers le CEA, l'INRIA, Polytechnique, Supélec, l'Université d'Orsay, et puis tout le travail fait historiquement depuis 20 ans par Systématique, qui a réussi à fédérer un tissu industriel important dans le domaine de l'industrie du numérique, donc qui n'est pas négligeable. Donc on vous invite à venir nous voir, retenu ou pas retenu dans REACH. Et on verra qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, le slide suivant, lui, il porte sur les compétences que je viens de raconter. On n'est pas limité à un domaine d'application particulier. Effectivement, le CEA et Polytech sont connus dans le domaine de la défense et du nucléaire, mais pas que. On est là aussi pour accompagner les industries de tout domaine confondu, du moment qu'ils ont le moindre besoin en numérique, en électronique, en digitalisation au sens large. On est là pour vous accompagner. Donc, le slide suivant, je pense que je vais le sauter parce que ça répète un petit peu. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet.
Donc, dans le vif du sujet, on est en train de parler aujourd'hui du second Open Call Reach. Donc, je réponds juste vite fait à 2-3 petites questions qui sont arrivées là. Startup, chiffre, est-ce qu'il y a des conditions particulières sur le chiffre d'affaires? Non, il n'y a pas de conditions. C'est pour ça qu'on a utilisé le mot chiffre d'affaires. Startup, sinon on aurait dit PME. C'est la différence par rapport au financement français. Tout ce qu'on exige, une existence juridique et légale. Vous êtes enregistré, vous n'êtes pas au tribunal pour liquidation. Et pour cela, vous allez signer une déclaration sur l'honneur. Si vous avez des millions d'euros, vous êtes la bienvenue. Si votre chiffre d'affaires n'est pas 50 millions d'euros et vous ne faites pas plus de 250 salariés. Notre cible privilégiée, bien sûr, c'est les startups. On est là pour aider l'émergence de compétences et d'excellence. Voilà. Donc, on passe à l'open call. Donc, slide suivant, c'est la table des matières. Donc, c'est quoi, etc. Donc, l'éligibilité. Le slide éligibilité, donc c'est juste après. Éligibilité, vous êtes tous éligibles, ce que je viens de résumer. Du moment que vous allez sur le lien ici, qui est sur le portail disponible aujourd'hui, Rich Incubator Docs Guidelines, ou vous cliquez tout simplement sur Open Call et vous descendez à la fin, vous avez toute la documentation. Donc, éligible, c'est une entreprise qui existe, qui n'a pas un problème juridique, qui n'est pas interdite au sens européen, qui n'est pas blacklistée, parce qu'il y a eu certaines sociétés qui ont participé à des programmes européens, par exemple, qui ont fait de la malversation, d'écriture comptable et tout ça, qui sont devenus non éligibles au financement européen, mais qui restent juridiquement valables. Ça, il y aura un check dessus. Donc, il faudra que vous faites votre PIC. Le PIC, c'est l'identification unique. Je l'écris dans le chat. Ça, il faut le faire. Ça, c'est important aussi bien pour Rich. Et ça prend, on va dire, 30 minutes pour le faire. Il faut juste que vous disposiez de votre cabis au moment où vous allez sur le portail pour la création du PIC. Ça, vous en aurez besoin et il sera important de l'indiquer dans les formalités. Sinon, vous n'êtes pas retenu. Donc, le slide suivant, Alain, s'il vous plaît. Donc, on vous incite à consulter votre Bible. C'est le Guidelines for Applicant. Il y a tout ce qu'il faut dedans, aussi bien sur les règles, sur la construction du dossier, sur les points de contact. Vous pouvez me solliciter moi-même et Alain à tout moment, sauf à minuit, bien sûr, à tout moment pendant les heures de travail et les jours de travail du lundi au vendredi entre 9h et 17h. Je dis 9h et 17h parce qu'on n'est pas des feignants, parce qu'il faut arriver au bureau à 9h et à 17h, il faut partir pour récupérer les gamins. Donc, vous pouvez nous contacter dans ces heures-là à tout moment ou par mail, bien sûr, on vous répondra pour clarifier éventuellement la consulte de votre dossier. Vous pouvez éventuellement nous envoyer votre draft. On ne donnera aucun avis sur le contenu, sur la recevabilité, etc. On attirera votre attention éventuellement sur des informations nécessairement compte sur des liens ou des références. Mais n'attendez aucun avis sur le contenu technique ou le contenu business ou autre chose. On vous aidera à clarifier éventuellement des définitions, des besoins qui ne sont pas clairs dans le guide. À vous dire, voilà comment il faut le comprendre. Ça, on pourra le faire. Mais aucun avis sur le contenu. Donc, de préférence dans vos emails, posez la question en référençant à la page. Comme ça, c'est faire, c'est gagnant-gagnant, c'est éthique. Si vous êtes dans le doute, c'est la première fois que vous faites ce genre de dossier, on veut bien regarder le draft, mais on donnera zéro de chez zéro avis sur le contenu et le business. Il faut, Alain, je vais déranger. Si tu peux revenir juste à un point au slide précédent. Voilà, il y a un lien important aussi, c'est les datasets. C'est-à-dire, comme je vous ai dit précédemment, dans le consortium, il y a déjà des data providers qui sont disponibles. Donc, ça peut aider de connaître la nature des data déjà disponibles, offerts par le consortium, et ça peut vous aider éventuellement à élaborer votre candidature. Parce que ça ne vous échappe pas qu'on sera vigilant sur le matching entre notre capacité technique en termes d'outillage et les datas disponibles qui viennent du consortium ou éventuellement qui viendraient de vous. Donc, mais ça, ce sera important d'aller jeter un œil sur les datas disponibles, les challenges, etc., avant de faire votre dossier. C'est très important. Donc, le slide suivant. Donc, le slide suivant, c'est un peu une redondance par rapport à ce que j'expliquais un peu auparavant. Donc, l'approche générale, c'est une approche qu'on dit de funnel, d'entonnoir.
Vous arrivez, vous candidatez sur ce lien-là qui est offert par notre partenaire F6S. C'est une plateforme de mise en relation de PME par rapport à des gens qui demandent du service. C'est ça leur mission principale. Peut-être ça ce sera aussi utile d'être référencé sur la plateforme. Ce n'est pas une adhésion, il n'y a rien du tout, c'est juste être référencé. Donc ça peut aider. Hein. Au passage, vous candidatez à Reach et vous enregistrez dans un annuaire d'entreprise de mise en relation. Donc sur ce lien-là, vous candidatez avec le formulaire que vous avez. Vous pouvez télécharger sur le site. On vous évalue pendant 2 semaines. Normalement, c'est 2 semaines d'évaluation en remote. Et vous recevez bien sûr les résultats de l'évaluation, retenus, rejetés, avec les commentaires des évaluateurs, bien sûr. Hein, donc, ça ne sera pas au black box. Hein. On ne vous dira pas la commission s'est réunie à décider de retenir votre dossier ou de rejeter votre dossier. Au revoir. Non. Il y a un justificatif qui est donné et vous avez bien sûr un droit de recours dans la mesure du raisonnable. Après, vous rentrez dans la phase Explore qui se termine par le data temps et il faudra préparer bien sûr votre dossier technique et commercial, etc. Donc ça, c'est l'approche finale que j'ai déjà expliquée. Et comme j'ai dit plus tard, avant, les 10 PME qui arriveront à Experiment bénéficient d'un soutien financier pour aller vers les salons, etc. Et éventuellement pour rencontrer des investisseurs ou des clients. Ceux qui arrivent à Evolve bénéficieront d'un accompagnement pour la levée de fonds. Slide suivante, s'il te plaît. La timeline. La timeline, bah, elle est toute simple. Hein. Donc, le 22 février, vous déposez vos dossiers. Donc, vous avez 1 mois à partir d'aujourd'hui, comme au bac. Vous allez tout de suite, aujourd'hui, après le webinaire, vous télécharger toute la documentation. Vous allez tout de suite sur le website, ou pendant le week-end plutôt, parce qu'il y a le Covid, vous allez rester à la maison. Pas de resto, pas de discothèque, pas de ciné. Donc, merci casse-tête. Donc, vous allez vous consulter les datasets et les challenges disponibles. Vous revenez lundi, vous embêtez vos techniques pour rédiger le formulaire. Et puis, bah, vous commencez à nous poser des questions. On sera très content de vous répondre et vous accompagner pour soumettre le 22 février. Vous aurez vos résultats début mars, donc vers la première semaine de mars, au plus tard, début deuxième semaine. Avec le résultat, vous recevrez, pour ceux qui seront retenus, vous recevrez le contrat de participation. Le contrat, il est en l'état, hein, ça c'est important. Il faut lire le contrat. C'est un contrat gagnant-gagnant, il n'y a pas de conditions particulières. Le contrat est non modifiable. Il n'y a aucune modification possible parce que c'est un contrat qui a été soumis à la Commission européenne, qui a été approuvé et donc on ne peut pas le changer. On peut éventuellement rajouter des lettres, des annexes de précision, hein, des précisions de contexte ou des choses un peu vraiment spécifiques, pas n'importe quoi, pas des choses qui changent des clauses, juste des précisions, mais l'acceptation du Subgrant Agreement est une condition d'éligibilité. Vous aurez à cocher la case « J'accepte ». Bien sûr, il n'est pas black box, il est disponible sur le site web, vous pouvez le consulter, vous pouvez le lire, vous pouvez nous poser des questions de clarification. Si utile et nécessaire, on peut rajouter une petite annexe qui précise certaines choses à discuter le moment venu. On n'en est pas là aujourd'hui. Donc, vous transmettez votre contrat en version numérique, s'il vous plaît. Pas de courrier, pas de page, parce que derrière moi, c'est moi qui va me taper le scan de 30 pages et à les avoir bien alignés pour le mettre en signature manuelle. Donc, merci d'utiliser des signatures électroniques, bien sûr, dans la mesure du possible certifiées. Sinon, pas grave, une signature numérique avec votre carte d'identité qui fait foi, parce qu'il faut bien qu'on soit capable de formaliser. Vous m'envoyez une version numérique à travers le lien qui vous sera fourni, Layer et moi-même, et pour la signature des contrats. Ceux-là vous seront retournés, si c'est au plus tard, la semaine du kick-off du Explore. Le 1er avril, normalement c'est le 1er avril, et ça sera en live. Hein, parce que ça ne vous échappe pas. Donc, vous serez nombreux. Il y a le Covid parmi nous, malheureusement. Donc, on se dit, ça sera online. Et de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part vous présenter le déroulé de l'action et vous dire, vous souhaiter bonne chance. Le dataton de clôture aura de sélection pour des raisons de jours fériés en France.
Donc, il aura lieu le 19 et 20 mai. La date est arrêtée. C'est le 19 et 20 mai. Donc, vous pouvez bloquer ça sur vos agendas. 19 et 20 mai, ça sera à Paris-Saclay, à Nano Innov, c'est-à-dire au CEA Nano Innov. C'est le même site qui héberge Systématique et le CEA. Donc, le site Nano Innov à Paris-Saclay. On dit Paris-Saclay, bien qu'il est sur Palaiseau. Hein. Pour les franciliens, ils connaissent. Donc, j'ai envoyé le truc. Donc, site Nano Innov à Paris-Saclay. Ça se déroulera là sur 2 jours. Donc, le 19, vous aurez une rencontre en visu avec les data providers pour peaufiner votre dossier. Les dernières retouches, on va dire, du speech et du dossier. Et le 20, vous aurez l'évaluation technique et business. L'évaluation technique se déroulera en huis clos, c'est-à-dire la PME avec les évaluateurs techniques dans une chambre fermée, un bureau fermé. Et à l'issue de l'entretien, tout de suite, l'évaluateur remet au consortium, donc il y aura un représentant du consortium, qui récupère sous pli l'avis de l'évaluation technique. Et ça sera physique, sauf si un autre variant apparaît d'ici là. Ça sera en présence physique. Et puis, vous passez à l'amphithéâtre pour le pitch public qui est streamé, qui présente des éléments business. Là, vous allez me dire, mais il y a des éléments confidentiels que je ne peux pas communiquer. Dans ce cas particulier, vous résumez sur une page les données confidentielles qui manqueraient éventuellement à votre présentation publique business. Et on remettra l'enveloppe fermée au jury business pour qu'il puisse la prendre en compte au moment où il donne son délibéré, son avis. Donc, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un truc, c'est vraiment une demi-page, une page maximum qui contient des précisions qui pourraient être confidentielles. Mais le pitch, lui, il est public, il est streamé. Donc, c'est juste une facilité pour ne pas vous nuire. Parce que des fois, il y a une donnée confidentielle qui est importante, qui aide à comprendre le contexte et la démarche. Voilà. Mais il faut être prêt à cela. Ça sera le 20 mai. Ça sera dans l'amphithéâtre à Nano Innov et ça sera streamé sur les réseaux sociaux parce que ça, c'est une exigence forte de la Commission européenne. J'espère que c'est clair. Donc, le slide suivant. Donc, comme évoqué précédemment, donc, il y a 3 façons, quand vous candidatez, il y a 3 façons d'approcher le problème. Soit vous partez sur des thèmes définis, proposés par le consortium avec les challenges associés et les data providers associés. Donc, c'est un package qui est préconfiguré, on va dire, par le consortium, un thème, un challenge, data provider en face. Et vous candidatez en disant qu'est-ce que vous pouvez apporter en lien avec les data value chain, le trusted, secure, and fair data value chain. Et l'exploitation des données, bien sûr, parce que l'actionable data est importante, notamment à travers l'IA. Mais l'IA, ce n'est pas l'IA des réseaux de neurones, ce n'est pas que ça. L'IA, c'est tout mécanisme intelligent d'exploitation des données. Donc, il y aura 40% des propositions dans ce track-là qui sont retenues. Hein, sur les 30-35, il y aura 40%. C'est pour ça que je dis qu'il y aura un équilibrage. Ça se trouve qu'une PME manque de chance. Elle atteint le seuil du score, mais malheureusement, elle n'est pas parmi les premiers pour figurer parmi les 40%. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On doit, nous, choisir 40% sur le track 1, 40% sur le track 2. C'est quoi le track 2? Le track 2, ça veut dire que ce n'est pas un thème, mais c'est des challenges et on a des data providers qui viennent vous accompagner. Ce n'est pas forcément lié à un thème. Le thème, c'est le thème industriel, thème santé, mais les challenges, eux, peuvent être des challenges cross-sectoriels, des challenges qui s'appliquent à tout domaine d'application, avec des data providers en face, et vous candidatez. Et on va retenir 40% aussi. Hein? Des 30 ou 35 qui seront sélectionnés, vous représenterez 40%. Et puis les freeriders, ceux qui ne viennent pas sur les tracks identifiés, ceux qui ne viennent pas sur les challenges identifiés, ceux qui n'ont pas besoin de data provider du consortium, on va dire ils amènent tout d'eux-mêmes, grands et tout seuls, quoi, comme des grands, ceux-là représenteront 20%. Après cette phase de sélection, pour entrer dans l'Explore, il n'y aura plus de différence. C'est-à-dire toutes les PME retenues
à partir une fois qu'ils sont sélectionnés, il n'y aura plus ce critère de balancement entre les thèmes, challenges, etc. Vous êtes dans le tunnel, allez-y et soyez les plus forts. Et on retiendra 10 à la fin de Explore, bien sûr, pour continuer ces expériments. Voilà. Maintenant, on va dire, je vais dire, il ne vous reste qu'à appliquer. Hein, pour ceux qui sont pressés, qui ont tout compris, ils peuvent ouvrir déjà la page web. Ça ne change rien à la sélection. Hein. De le faire aujourd'hui ou le faire 22 février, ça ne change rien du tout. Il n'y aura pas d'ancienneté de candidature qui sera prise en compte. On prend en compte le 22 février après la clôture, on télécharge le zip et on travaille sur cette base. Il n'y a pas d'ancienneté. Je vous incite à aller, à expérimenter, à regarder comment ça se passe, mais vous pouvez attendre jusqu'à 1 jour ou 2 jours avant pour candidater. On n'est pas à l'abri d'un problème, d'un dysfonctionnement technique. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de candidater le 22. Si jamais, par malheur, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de serveur est down, etc. Voilà, donc il y a différentes circonstances. Donc, privilégiez plutôt de candidater dans la semaine qui précède le 22 que le 22 lui-même. Mais je répète, il n'y a pas de critères d'ancienneté de candidature qui rentrent dans la sélection. Donc, le slide suivant. Donc là, comment vous allez procéder? Vous allez avoir le formulaire, vous identifiez le track qui vous intéresse parmi les trois, soit par le thème, soit par le ready-made, par le challenge et le data provider, soit comme des grands. J'appelle ça comme des grands, ça veut dire que vous venez tout seul avec votre data provider, votre challenge, du moment que vous estimez que c'est relevant et en lien avec les data value chain, la sécurisation et comment extraire de la valeur des données, vous êtes la bienvenue, il n'y a pas de problème. Après, vous candidatez, vous remplissez votre formulaire hein, avec le thème, le challenge et un petit descriptif. Il ne s'agit pas d'écrire des dossiers, ça se résume à quelques lignes, hein, la candidature. Et puis, vous allez piocher dans le catalogue les challenges qui vont bien. Ça serait bien, dans votre candidature, que vous référenciez déjà d'emblée quelques solutions techniques ou quelques outils offerts par le consortium. Hein. Ça serait bien que les moyens techniques, que vous privilégiez un petit peu les solutions techniques, par exemple, identifier l'infrastructure, identifier des outils cyber, identifier des outils, par exemple, d'analyse ou des choses comme ça. Ce n'est pas une obligation, mais ça serait bien. Parce que ça nous aide un petit peu, ça peut aider à la compréhension du dossier. Donc, le slide suivant. Donc, vous allez sur le portail, vous enregistrer. Le lien que je vous ai indiqué précédemment sur F6S, Apply, etc., il est disponible sur le guide. Vous y allez, vous choisissez votre data provider et puis vous signez le contrat et éventuellement, si vous avez un data provider, ce slide concerne si vous amenez un data provider de votre côté, notamment les freeriders, on va dire, vous choisissez un data provider, ce data provider doit signer avec vous, il va signer le subgrant agreement en third party. Donc, il y aura le coordinateur du projet REACH, donc le CA, qui signe, la PME qui signe le subgrant agreement. Et si vous êtes freerider, donc c'est une étape supplémentaire, il faudra aussi que data provider signe le subgrant agreement et signe un MOU, une lettre d'entente, qui explique les conditions sur lesquelles et dans lesquelles il met à disposition ces données. Notamment, il va dire, je mets à disposition mes données pour la société Delta du 1er avril jusqu'à la fin du Open Call. Ces données sont restreintes à l'usage du projet REACH, par exemple. Ces données sont non transmissibles, etc., etc. Donc, de cela, il peut s'inspirer déjà du Subgrant Agreement où il y a des alinéas là-dessus. Mais le MMU, c'est vraiment pour le data provider, pour le protéger, et il explique les conditions sous lesquelles il met à disposition ces données. Cela ne change en rien le contenu du Subgrant Agreement qu'il doit signer avec nous. Et puis, soyez la bienvenue et participez à la sélection. Comment candidater? Candidater, c'est aller sur ce lien-là, qui est sur le portail, sur le site web du projet, qui est là.
c'est chez F6S, hein, parce que voilà, c'est une logistique, on est un projet collaboratif, donc nos capacités sont telles qu'on a privilégié utiliser une plateforme existante offerte par F6S et vous allez candidater là-dessus en uploadant votre dossier. Vous enregistrez, email, mot de passe ou compte LinkedIn éventuellement et vous uploadez votre document. Donc, slide suivant. Donc, une fois que vous avez soumis, bon, ça c'est, on récupère les dossiers, on choisit et puis on les transmet au slide 22. Ça, c'est un clin d'œil à Alain. On saute et on saute. Voilà. Slide suivant encore. Donc, l'évaluation. Donc, vos dossiers arrivent. Vous allez remplir certains champs de descriptif. Et donc, vous remplissez certains champs de descriptif. Il y a une moulinette automatique sur l'éligibilité. C'est-à-dire, on va tester l'éligibilité par rapport, comme je disais tout à l'heure, par rapport à votre PIC et par rapport à éventuellement des référentiels d'existence. On va tester, par exemple, vous n'avez pas créé votre entreprise le jour même de la candidature. Votre registre de commerce ne date pas du jour même, il y a un problème, quoi. On parle d'une start-up, mais pas d'une start-up de complaisance qui a été créée juste pour candidater à Rich. On parle d'une start-up qui existe. Peut-être elle n'a pas assez de moyens financiers, parce que c'est une start-up, mais qui existe, qu'elle a quelques salariés, quand même, 2-3 salariés, qu'elle a un petit fonds de roulement, quoi, pas les poches vides. Elle peut avoir des crédits, c'est normal, c'est une start-up. Mais c'est ce genre de check sanitaire, c'est un questionnaire auquel vous allez répondre, qu'on va checker, et puis ça passera à une évaluation technique sur le fond technique et business. Voilà. Donc, quand vous remplissez, donc il y a 3 critères qui rentrent, la partie technique, la partie plan commercial, business model, et la composition de l'équipe qui va être impliquée. La composition de l'équipe, ça veut dire que vous justifiez de la compétence technique pour prétendre au sujet auquel vous candidatez. Ça semble intuitif, mais on a eu des candidatures superflues au premier open call. On était surpris. Et ils disent, je vais travailler sur l'IA, alors qu'il n'y a aucune compétence affichée dans le dossier qui dit qu'on a cette IA. On va sur leur site web, on trouve qu'ils travaillent sur le packaging de boîtes de conserve. Et il dit, je vais travailler sur l'IA. Donc, c'est un problème. Donc, il y a cette composition. Le data provider pour les freeriders, il faut que la donnée ait du sens, quoi. Il ne faut pas qu'ils me disent que je vais vous fournir des données en téléchargeant à partir des dépôts publics. On n'a pas besoin de lui. Si c'est un dépôt public, on n'a pas besoin de data provider. La PME peut l'indiquer toute seule dans son dossier, quoi. Donc, et en plus, le consortium l'aura déjà identifié. Ça fera partie. Donc, vous ne serez pas dans le track Freerider, vous serez plutôt dans le track 2. Parce que c'est des données qui sont disponibles publiquement. Ça rentre dans le périmètre offert par le consortium. Donc, vous devez justifier de 3 points minimum sur 5 par critère et que la somme de toutes les notes, le seuil minimum, c'est 12. Donc, les 30 ou 35 PME qui seront retenus auront obtenu un score de 12. Si par malheur, je dis bien par malheur, on n'arrive pas à obtenir nos 30 PME, on ajustera légèrement en descendant, c'est comme les séances de rattrapage pour le bac et pour tous les examens, on descendra légèrement vers 11,5, pas plus, parce que sinon ça fera des dossiers mauvais. Donc, et on partira avec 28 ou 27 ou 25 PME. Bah, tant pis, on retiendra des dossiers quand même qui ont du sens, parce qu'après on doit rendre des comptes quand même. Donc voilà, donc le seuil c'est 3 par critère, c'est 12 sur la somme, et éventuellement le consortium se donne cette souplesse de descendre un petit peu vers 11,5 pour rattraper ou faire une séance de rattrapage pour atteindre les 30. Si on n'y arrive pas, ça sera 30. Voilà. Donc, l'évaluation, donc, vous serez sélectionné, vous recevrez l'évaluation écrite, et bien sûr, donc ça semble intuitif et évident, et c'est éthique. Vous aurez un droit de réclamation motivé. Il ne faut pas dire, je suis reconnu comme étant la meilleure PME dans mon domaine, et donc pourquoi je n'ai pas été sélectionné? Ça, ce n'est pas une raison. La raison, il faut dire, moi, je te dis, tu ne travailles pas sur l'IA, et toi, tu m'apportes une preuve dans le dossier qui dit que tu travailles sur l'IA. Ça, c'est recevable. Mais dire, je suis le premier, j'innove, je suis excellent dans mon domaine, j'ai eu ça, c'est pour ça que je vous donne ça.
J'ai eu des PME qui ont fait des réclamations dans ce sens, c'est non recevable. Voilà. Donc, le slide suivant, Alain, s'il vous plaît. L'accompagnement. Donc, avant l'accompagnement, je vais essayer de répondre aux quelques questions qui sont arrivées sur le chat. Ouais, il y a eu quelques questions. Tu veux que je te les lise? Oui, s'il te plaît, oui. Alors, il y a Philippe qui demande, est-ce qu'il y a un lien avec le supercalculateur Jean Z Gency dédié à l'IA? Non. Le supercalculateur qui est impliqué ici, c'est celui du CEA, offert et financé par la région Île-de-France. Hein, c'est la région Île-de-France qui l'a financé. C'est Factory IA. Il est hébergé à Terratech. Hein, c'est l'infrastructure de la DAM. Sauf que ces serveurs-là, c'est des supercalculateurs. Je ne sais pas exactement les chiffres, mais vous avez 128 pétas, je ne sais pas quoi, là, de capacité de calcul. Donc, c'est des serveurs publics, mais l'accès à ces serveurs-là se passe par une ouverture de compte en passant par le CEA, c'est-à-dire ma personne. Vous m'envoyez un mail au moment venu et on vous crée un compte pour que vous puissiez lancer vos calculs, etc. D'accord. Alors, il y a Arnaud qui a plusieurs questions. La première question, c'est sur la propriété intellectuelle. Donc, il demande que dit le contrat par rapport au code, au hardware développé. Ça appartient à qui, in fine? Ça appartient à la PME. Le consortium ne récupère rien du tout. On est un incubateur. On est là pour vous accompagner. C'est-à-dire tout ce que vous aurez développé, background, résultat en sortant, c'est le vôtre. C'est la propriété intellectuelle de la PME qui l'a fait. S'il y a un conflit, ça sera réglé entre la PME et la data provider pour les free riders. C'est-à-dire les data providers qui sont amenés par le consortium ont déjà signé des engagements qui ne réclament pas de propriété intellectuelle, ni rien du tout. Donc, peut-être ça peut subvenir ce problème-là dans la catégorie, le track 3, les free riders, entre la PME et son data provider qu'elle a amené elle-même. Dans ce cadre-là, privilégiez le MOU pour préciser cela. Il y a aussi Arnaud qui pose la question sur les derniers appels. Combien y a-t-il eu de dossiers déposés? On a eu 187 candidatures initiales en phase 0, comme vous aujourd'hui. On a eu 187. On a retenu 32 pour Explore. Et puis après l'Explore, on a retenu les 10, les 5, etc. Et là, ils sont en phase Evolve. C'est-à-dire ils ont déjà fait leur truc. On a déjà donné les 120 000 euros, on va dire. Ils sont dans la dernière phase d'Expose, accompagnés par le consortium. Il y a eu 187 dossiers. On espère qu'on arrivera au même nombre au moins cette fois-ci, hein, ou autour de ce nombre. Entre 150 et 200 candidatures, on ne sera pas mécontent. Et on retiendra bien sûr, si le seuil 12, le 12 est atteint, 12 sur 15 est atteint, on retiendra jusqu'à 40 PME. 30, c'est un objectif minimum, mais on peut aller jusqu'à 40 si le score est supérieur à 12. Bien sûr, ce n'est pas un rattrapage pour aller à 40. Il y a 40 PME qui ont obtenu 12 sur 15. Mais c'est 30 le minimum, notre objectif. Si les scores sont mauvais, hein, vous avez fait malheureusement de mauvais dossiers, on descendra à 11,5 et on partira avec 20 ou 25. Mais on ne prendra pas de mauvais dossiers. D'accord. Alors là, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être qu'on peut attendre quelques minutes pour voir s'il y a d'autres questions dans le chat. Oui. Sinon, après, on passera à la partie accompagnement. Oui. Vous pouvez déjà tester que vous pouvez vous connecter, que vous arrivez au document. Si vous avez des problèmes techniques, de localisation, de frais, des choses comme ça. Nouvelle question d'Arnaud. Combien en France? J'imagine combien de Il n'y a startups? pas, au fait, la sélection n'est pas par pays. La sélection, il n'y a pas de critères préférentiels ni par pays, ni par ancienneté de dossier. Je ne me rappelle plus, honnêtement, je ne me rappelle pas. Je pense qu'il y avait au moins une dizaine de candidatures et on a retenu, il y avait 3 PME, je crois, qui sont arrivés dans Explore et on a une qui est arrivée à Experiment. Deux, parce que le Pays Basque, il y en a 2 PME qui sont arrivés à Experiment. Mais malheureusement, aucune boîte française n'a réussi à aller vers le Evolve. Et c'est pour ça, avec Systématique, on se retrousse les manches et on se dit, on va faire passer les Français. Mais les faire passer d'une façon éthique, professionnelle. Il y en a qui sont déjà motivés, donc on croise les doigts. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être mettre la slide, la présentation sur la. Voilà. Je vois que Arnaud est en train d'écrire. Voilà.
Peut-on prévoir la création de capteurs dans le projet? Je ne pense pas que vous avez assez d'argent pour le faire, hein. Du moins, ce n'est pas les 100 000 € qu'on va vous donner qui vont vous permettre de créer un capteur. Si, là, ce n'est pas crédible du tout, hein. Là, ça va pas passer. Il faut arriver en disant que vous avez déjà un prototype, voilà, un prototype existant, que vous allez faire des C'est ça, adaptations. c'est ce que dit Arnaud, ça en fait, ça serait avec des capteurs existants, mais juste travailler sur Voilà. l'intégration. Par exemple, parce qu'il y a ceux qui disent capteur. Par exemple, quelqu'un qui viendrait sur des notions de edge computing, ça c'est très bien, ça sera un bon thème. Du edge computing, les gens confondent entre les smart capteurs et le edge, ça n'a rien à voir, hein. Smart capteur et edge, c'est pas la même chose, hein. Edge, c'est effectivement un calcul au plus proche de la donnée, au plus proche du capteur, mais c'est quelque chose qui va analyser les données, qui va extraire de la valeur ou faire des filtrages ou de la cyber ou des choses comme ça. Il faut que le capteur soit lié à ces notions de data, à ces notions de collecte de données et de value chain. Si vous développez un capteur pour récolter des données et vous savez à qui vous allez les partager, les données, etc., c'est bien. Mais faire un capteur pour un capteur, non. OK. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, si, il y a encore une question. Oui, il y a un troisième, oui, il y aura un Voilà, troisième de qui sera Bertha. ouvert. Voilà. Il y aura un troisième open call et le dernier qui sera ouvert selon le même calendrier, donc en décembre 2022 et qui clôturera aussi en février 2023. Le projet se termine en février 2024. Alors Arnaud qui pose la Oui, question, est-ce que l'encryption de bout en bout depuis le capteur jusqu'au dashboard peut être intégrée dans le projet? non, ça c'est technique, ça c'est électronique, non, c'est pas valable. On parle de data value chain, c'est entre acteurs industriels, entre communautés. C'est pas dans un équipement. L'équipement, non, ça compte pas. C'est pour ça que j'ai précisé cette notion de edge tout à l'heure. Donc, on attend la nouvelle question. Après l'encryption, la cryptographie de données pour le partage de données entre acteurs, oui, ça a du sens, bien sûr. L'anonymisation, ça rentre dans la catégorie de l'anonymisation, l'identification, la protection des données. Ça, oui, mais pas dans la même carte électronique ou dans un équipement. Alors, ouais, c'est dont parle Arnaud, le chiffrement pour le partage. Ça, oui, le chiffrement pour le partage, c'est bien. Entre acteurs, entre équipements, à la limite, entre une voiture et une antenne. La voiture, elle est Valeo, l'antenne, c'est Orange. Oui, ça peut avoir du sens, peut-être. Il faut démontrer que cet algorithme, cette technique de chiffrement permettrait dans le futur le partage de données à travers des serveurs, à travers du edge, à travers des meshs, entre communautés industrielles, on va dire. Et ça, il faut le clarifier, hein. Sinon, ça va être rédhibitoire et être compris comme étant juste une technologie dans une carte ou dans un équipement. Et il faut montrer cette dimension, que cet algo-là est utilisable, réutilisable dans une logique de création de dépôts ou d'échange de données entre acteurs dans un secteur ou entre secteurs industriels, économiques. Il faut bien l'expliciter, cela. D'accord. Ah, un autre élément aussi, vous êtes deux PME et vous souhaitez toutes les deux candidater, mais il se trouve que vos solutions sont interdépendantes. Vous avez des dépendances entre deux solutions. Ceci, il faut l'indiquer dans le dossier, sous forme de nota bene, d'une précision, de dire que j'ai un travail avec telle PME. Vous êtes déjà sur une value chain, déjà. Vous voyez, si vous candidatez en tant que PME, que vous complétiez, vous êtes déjà dans une value chain par construction. Donc, c'est bien de le mentionner dans les deux dossiers. Et vous allez collaborer sur quoi? Et insister sur une collaboration en lien avec la data value chain. D'accord. Mais ce sont deux candidatures séparées. Ça veut dire 100 000 € x 2. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la partie accompagnement? Je vais peut-être déjà. Voilà, présente l'accompagnement et puis au fil de l'eau, s'il y a des Ouais, questions qui arrivent, d'accord, on d'accord. prendra 5 minutes à la fin pour y répondre.
Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est passer rapidement sur Systématique. Une petite présentation. Donc, en fait, Systématique, on a créé un écosystème qui maintenant intègre plus de 900 membres, donc beaucoup de startups et de PME de TI. Il y a aussi pas mal de grands groupes, d'académiques, des investisseurs et des partenaires institutionnels. Et donc, l'idée, c'est vraiment de fédérer tout cet écosystème lié au deep tech d'une manière générale autour de ce cluster francilien. Alors, vous voyez un écosystème qui est très, très, très dense en termes de startups et de PMI et de TI. Là, je passe assez vite parce que c'est juste les logos, mais vous verrez un petit peu effectivement que ça représente bien une manière assez exhaustive notre réseau. Idem pour la partie grands groupes. Donc, vous pouvez voir effectivement les grands groupes qui sont membres de notre pôle. Les partenaires académiques, hein, donc on retrouve bien évidemment le CEA. Je laisse quelques secondes pour que vous puissiez bien identifier éventuellement des partenaires qui pourraient vous intéresser. Alors, comment est organisé notre pôle? En fait, on est structuré sous forme de 7 hubs dédiés à la deep tech. Vous voyez effectivement le hub Data Science and AI, la cybersécurité, Digital Infrastructure and IoT, Digital Engineering, Optic and Photonics, Open Source et les drones. Et donc, ces différents hubs, il y a aussi trois enjeux transverses qui sont vraiment appliqués sur des thématiques du type la transformation numérique des territoires, transformation numérique de l'industrie et des services et la transformation numérique de la société. Et donc, pour chacun de ces hubs et ces enjeux, on a des personnes qui sont des référents. Donc là, vous revoyez un petit peu les différents hubs Deep Tech. La mission de Systématique, c'est vraiment de faire avoir une vision prospective des différents secteurs de Deep Tech, animer toute la communauté permettant de développer les entreprises, les aider à développer leur marché, leur business. Bien sûr, avec la partie académique, développer les compétences. Et également travailler sur un gros travail, sur toute la partie recherche et développement, comme on le fait actuellement dans le cadre du projet Reach. Donc, pour chaque hub, on a un expert qui est à votre écoute. Et donc, moi, je m'occupe personnellement, la présentation n'est pas tout à fait à jour, je suis référent Europe du hub DSAI. Donc là, les 3 enjeux transversaux. Donc là, effectivement, c'est toujours dans cette même logique d'apporter une vision des écosystèmes liés au deep tech appliqués à la transformation numérique, créer des alliances stratégiques, et également effectivement de créer des animations auprès des membres du réseau et travailler sur des projets d'innovation. Donc là, c'est les 3 experts dédiés donc aux différents enjeux. Donc, comment est-ce qu'on peut vous accompagner? Notre idée, c'est vraiment au niveau Europe international, donc dans le cadre du projet Reach au niveau européen, c'est d'aider les membres du pôle à faire analyser, sensibiliser les différents acteurs sur la veille de programmes européens, donc c'est comme on le fait actuellement sur Reach, mais l'idée, c'est qu'on puisse aussi identifier d'autres appels à projets à venir pour que ça puisse permettre des opportunités de financement de nos membres. Les accompagner dans le cadre d'un diagnostic personnalisé. Donc là, typiquement, dans le cadre de Reach, pour les gens qui sont membres, donc on invite les structures qui participent au webinaire de devenir membres si elles souhaitent avoir un accompagnement et un diagnostic personnalisé de leur projet. Et si ce n'est pas le cas, si le projet ne les concerne pas, c'est éventuellement d'identifier d'autres programmes pertinents qui pourraient les intéresser. L'idée, effectivement, c'est de créer un écosystème européen pour qu'il y ait vraiment des vraies rencontres dans le cadre d'événements à dimension européenne. Et on travaille aussi sur la création de consortiums pour justement pouvoir participer à des appels à projets. Et donc, pour tous nos membres, l'idée, c'est de faire vraiment une relecture des dossiers soumis, donc argumentés par nos coachs et nos experts, et de les mettre en relation avec les bons consultants. Et in fine, pour les projets déposés, c'est que le pôle puisse aussi labelliser les projets et avec l'appui notamment de l'aide de soutien qui peuvent venir vraiment étayer un petit peu la candidature pour que les porteurs de projets aient un peu plus de chance, entre guillemets, d'avoir les financements.
Donc dans le cadre de Rich, l'idée vraiment c'est de vous aider, enfin, aider nos membres à revoir le dossier pour voir effectivement répondre à toutes vos questions sur les aspects dont a parlé Reda. Donc n'hésitez pas effectivement à revenir vers nous si vous êtes intéressé pour devenir membre, et du coup on pourra réfléchir avec vous sur le montage du dossier. Rich en l'occurrence et d'autres projets éventuellement. Donc là, je passe assez vite. Donc là, ça revient un petit peu sur l'offre de service. Donc vous voyez un petit peu. Donc comme là, on est plutôt sur la partie startup. Vous voyez effectivement le coût de cotisation des startups et des PME. Donc là, ça reprend un petit peu les autres axes, enfin ce qu'inclut la cotisation en termes de R&D, projet d'innovation, au niveau du business et de l'open innovation, et du développement de l'accélération. Donc je passe assez vite. Bon, là, ça ne nous concerne pas, donc c'est sur les ETI, bon, c'est services. Voilà. Et je pense que là, on arrive à la fin. Donc, effectivement, on est soutenu par tout un écosystème francilien. Donc, effectivement, la région, Systemix, Digital, comme on a parlé, Reda. Donc là, vous voyez un petit peu la liste de tout l'écosystème qui sont partenaires de Systématique. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et vers moi en particulier si vous souhaitez adhérer au pôle ou si vous avez des questions par rapport au projet Rich notamment, et également auprès de Reda qui va peut-être prendre la parole par rapport à son accompagnement. Voilà, donc pour le CEA, donc le CEA a ce besoin de définir. Donc j'ai découvert à travers ces années que le CEA était méconnu. Donc CEA, c'est le centre de recherche en énergie atomique et énergie alternative. Donc il est basé à Paris-Saclay, à Grenoble, Cadarache. Et en 2 mots, on est en charge, historiquement, on était en charge de tout ce qui est en lien avec la recherche française en nucléaire, en défense aussi. Et depuis une quinzaine d'années, de l'époque, on va dire, de Sarkozy, notre lettre de mission s'est élargie à l'accompagnement de l'industrie française. Donc, à l'accompagnement de l'industrie française dans tout domaine confondu, parce qu'il se trouve qu'on est le seul centre de recherche en France et même en Europe, pluridisciplinaire, qui n'est pas spécialisé, avec un niveau d'excellence dans tout domaine confondu. Et je vais dire même, on est le troisième déposant de brevets en France, après le médicament et les produits de beauté. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand monde devant nous en termes technologiques. Donc là, le CEA, il est là dans le projet pour vous aider. On est coordinateur du projet. Hein. On est là pour vous aider sur la partie numérique, digitale. C'est un projet digital. Donc, on a identifié quelques technologies qui sont dans le portfolio, mais pas que. C'est-à-dire on peut élargir à d'autres compétences. Donc, on a mis le Factory IA, qui est le serveur de calcul super puissant, qui a été mis en place en partenariat avec la région Île-de-France, hein, pour dire que les pouvoirs publics mettent de l'argent. Ce serveur n'est pas la propriété du CEA. Le CEA n'est que l'exploitant de cette infrastructure au bénéfice des PME. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de son utilisation. C'est un devoir, c'est une obligation qu'on doit à la communauté. Et puis, la région nous audite là-dessus. Donc, ils ont dépensé un argent fou là-dessus. Et donc, il faut que vous l'utilisiez. Le projet Rich vous offre cette opportunité d'y avoir accès. Et en dehors du projet Rich, vous pouvez avoir accès du moment que votre demande est motivée. C'est-à-dire qu'il faut expliquer pourquoi vous voulez utiliser ces serveurs. Ce n'est pas pour stocker des photos, j'espère. Vous avez besoin de capacité de calcul. Donc, on intervient dans le projet aussi sur des compétences de blockchain, d'audit, de smart contract, de preuves de code, de preuves de conformité à l'RGDP. On arrive aussi sur la partie électronique en tant que fournisseur de data pour la partie génération de données, profilage de fonctions électroniques, parce qu'il y aura, comme j'ai dit, dans l'industrie manufacturière électronique, je travaille là-dessus, j'anime un groupe de travail là-dessus. Donc, on vient aussi sur la partie simulation et plateforme virtuelle, notamment pour la génération et l'analyse de traces ou des besoins de fiabilité, pour création de dépôts de traces, etc. Donc, ça, c'est le CEA, c'est le CEA LIST qui est impliqué. Aujourd'hui, le LITEN ou le LETI ne sont pas impliqués. Et donc, le LIST travaille sur tout ça, même sur le diagnostic non intrusif pour l'industrie, pour la robotisation,
l'analyse et traitement d'images, l'anonymisation. Le collègue qui parlait de crypto tout à l'heure, on a tout un laboratoire qui travaille sur la crypto homomorphe. La crypto homomorphe, c'est la capacité de faire du calcul algébrique sur des données cryptées. Donc, c'est une recherche ATRL très bas, comme vous le savez, mais très importante dans cet écosystème des systèmes distribués et de partage. Voilà, donc ça en 2 mots. Comme je vous ai dit, on est là prêt à vous accompagner techniquement aux besoins. Pas sur votre dossier. On ne va pas vous proposer des contenus techniques dans votre dossier. On ne va pas vous proposer des contenus techniques commerciaux dans votre dossier. On est là, moi et Alain, pour faire une lecture, vous recommander des choses manquantes que vous avez dû oublier, qui sont importantes aux critères de sélection, que vous devez mentionner. Je ne vous dirai pas le chiffre à indiquer ou l'information à indiquer. Je vous dirai, ici, vous avez oublié d'indiquer la nature juridique, par exemple. Vous avez oublié ici d'indiquer votre expertise dans ce domaine, par exemple. Mais je ne vous dirai pas quelle expertise mettre. On peut aussi vous aider sur la compréhension des guidance. On n'est pas tous anglophones. Et la documentation est écrite en anglais. Et donc, ça se trouve peut-être qu'un mot a été utilisé au lieu d'un autre. Donc, sur un doute, n'hésitez pas à nous solliciter. Et je serai votre interface si vous êtes sélectionné pour tout ce qui est aspect financier, juridique, contractualisation, etc. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler sur le CA. Vous pouvez aller sur le site du CA et vous en aurez pour un peu longtemps pour comprendre tout ce qu'on fait. Mais on ne fait pas que le nucléaire et l'armement. Merci beaucoup, Reda. Alors là, on arrive pratiquement à la fin du webinaire. Juste avant de clôturer, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de répondre à un petit sondage qu'on vient de mettre en ligne, je ne sais pas si vous le voyez, sur comment avez-vous eu connaissance de ce webinaire. Donc, ça serait gentil de pouvoir nous répondre à ce petit sondage. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez toujours suivre tout ce qui se passe dans le projet Rich. Rich, il est sur les réseaux sociaux, aussi bien sur Twitter, sur LinkedIn et essentiellement. Donc, vous mettez follower et vous serez informé en temps réel de tous les événements qu'on organise, aussi bien les webinaires que celui-là d'aujourd'hui, que sur éventuellement des adaptations ou des mises à jour qui arriveront dans le futur. Et merci, bien sûr, pour votre attention. Et nous attendons de pied ferme vos candidatures. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et un très bon week-end. Et au plaisir de vous renseigner prochainement sur le programme Rich. Donc, nous allons terminer l'événement. Si Alain et Reda, vous êtes en accord. De mon côté, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On attend le dernier participant éventuellement avant de couper au cas où. Donc, au point où on en est mobilisé, si on peut répondre à une question, on est prêt à le faire. Mais après, s'il n'y a pas d'activité au bout de 5 minutes, on se dit au revoir, bon appétit et à bientôt. D'accord, c'est vous qui me donnez le go. Voilà. Moi, je ne vois pas le compteur des participants, peut-être. Alors là, il y en a encore 8 avec nous. Donc, oui, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a encore 5 qui sont connectés, donc qui se déconnectent petit à petit. Donc, on attend. Voilà, on attend un petit peu au cas où. Et puis, s'il y a un silence au bout de 2-3 minutes, on suppose que la personne est restée connectée, mais elle n'est pas devant le PC. D'accord. D'accord, ça marche. C'est vous qui me dites. Merci. Une question dans le chat, peut-être. Ah, il y a Arnaud qui demande, pour le track 2, la liste des sujets est vraiment très précise. C'est limitatif? Point d'interrogation. Hein? Il y a Arnaud qui demande pour le track 2, il dit que la liste des sujets est très... Alors, oui, le track 2, il y a des sujets précis, des data providers précis, mais comme j'ai dit aussi, éventuellement, s'il y a des dépôts de données publics, qu'on n'a pas identifiés, on peut les considérer comme étant data provider aussi. C'est dépôts publics, mais il faudra les mentionner. D'accord. Donc, c'est bon. Sinon, vous devez basculer sur la catégorie Freerider.
Il y a toujours 3-4 personnes de connectées. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bah, on attend la minute 18 et on dit au revoir. À 18. Voilà. J'ai regardé à tout hasard, j'ai vu 17, je me suis dit 18. 18. Voilà. Ah bah c'est 18. C'est 18. Bah, Bon. on se dit bon appétit. Merci à ceux qui sont restés. Au revoir et à très bientôt. Merci Voilà. beaucoup Reda et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Je termine. Merci, au revoir.